la fraîcheur d'une friteau bleue se mesure à la manière dont elle s'est cassée, dont elle s'est tordue. Chers amis, bien le bonjour et bonjour Guy. Eh bien, bonjour Claude et bonjour à chacun et chacune de nos auditeurs et de nos auditrices. Alors, avant de parler de cette belle truite bien bleue, Eh euh, oui, Guy va nous parler de vins, de prix, de vins belges qui sont voilà. Eh bien, largement bien placés devant certains vins français. oui, on ne se lasse pas. Il Voilà, y a on un ne s'en lasse article qui a pas. été consacré par la revue française. Je crois que c'est Cuisine et Vins de France. Je pense que c'est Oui, c'est sans le nom de doute, la oui, revue. sans doute. Donc sur les vins belges. Alors quand on parlait vins belges il y a 15 ans, 20 ans, évidemment, on n'avait pas grand produit à proposer. Et puis nos chers cousins français que nous apprécions énormément et qu'on considère vraiment en principe comme des amis, Mais malgré oui, mais oui, mais malgré oui. les matchs de football parfois Ah ben en notre ça, défaveur, mais ça c'est autre chose. oui, oui, Je dirais que il y avait un air un peu condescendant de la part, je dirais, je, et à juste titre, attention, hein, oui, oui. de certains vignerons français qui disaient, bon, des vins belges, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça Qu'est-ce existe, que hein, bon. c'est que ça? Est-ce que, Oui, est-ce que ça existe d'abord? Bon, non oui. seulement ça existe de plus en plus, mais il y a vraiment un domaine qui se taille la part du lion, et j'en ai déjà parlé, hein. Alors, Mhm. j'ai la chance d'habiter à quelques encablures du domaine en question, que je vais aller, je dirais, en principe visiter de fond en comble parce que j'ai reçu le numéro des maîtres de chez de l'énologue principal à qui je peux téléphoner pour demander une visite particulière. Donc, c'est le fameux champ d'Éole, hein. Alors, le champ d'Éole, il se trouve à une encablure de la frontière française. Il se trouve pas loin de Maubeuge, hein, parce que Mhm. il y avait un article il y a un jour ou deux que j'ai lu et qui émanait du journal qui s'appelle La Voix du Nord. Alors La Voix du Nord, c'est un journal qui a au départ un ancrage dans le nord de la France, mais qui a une édition belge qui est vraiment toute proche, puisque les deux régions, entre guillemets, s'interpénètrent, hein. Donc quand on est à Maubeuge, on est à 4-5 kilomètres de la frontière belge et inversement. Alors le Chandéol a la chance de se trouver sur un terrain crayeux parce qu'il y avait un bassin d'une ancienne mer à l'époque du Crétacé, donc c'est, je dirais, au moment où les dinosaures ont disparu, hein. Ça fait partie du bassin parisien, hein, qui est un grand bassin sédimentaire que tout le monde connaît en France et qui se trouve de part et d'autre je dirais, de la Manche, hein, puisqu'on trouve le bassin parisien qui se prolonge avec les falaises de Douvres en Angleterre, Mhm. mais qui se prolonge également en Belgique, à la fois en Lorraine belge, mais également dans la région de Mons. Alors, euh, changement du climat permettant la chose, les Belges ont décidé de planter de la vigne sur des terrains propices, et il se fait que le domaine du Champ d'Éole, qui maintenant, au dernier chiffre que j'ai lu, atteint 52 hectares, qui est le plus grand domaine viticole de Belgique, donc produit des vins blancs de type vin blanc effervescent, mousseux, méthode traditionnelle, en fait, méthode champenoise. Bon, Mhm. donc ils présentent ces vins, ils font plusieurs cuvées de types différents, ils présentent ces vins dans des concours, et dans des concours à l'aveugle situés en France. Ici, dans le dernier concours où le vin s'est présenté, c'était dans le Beaujolais, il y avait un concours organisé pour les vins effervescents du monde entier. D'après les chiffres que j'ai lus, il y a un jour ou deux, il y avait plus de 400 produits, dont 226 champagnes. Et le fameux Chandéol est de nouveau médaille d'or. Je dirais, je ne sais pas s'il y a qu'une seule médaille d'or ou s'il y en a plusieurs, mais enfin, Oui, il est médaille d'or au pays du Champagne quand même. oui, C'est c'est quand pas même à mal. souligner. Il Tout faut à être fait. honnête maintenant de dire que le terrain est en Belgique, que les propriétaires sont belges, mais que l'énologue et le savoir-faire est quand même français, hein. On n'a pas Mhm. inventé, je dirais, la méthode champenoise en Belgique, hein, ça c'est clair. Et au départ, il y a quand même je dirais, des professionnels français qui sont venus sollicités, bien entendu, enfin, par les propriétaires, pour veiller à ce que les choses se déroulent correctement. Donc, je dirais que
faut pas non plus s'approprier exclusivement et entièrement toute la gloire du produit. Nous sommes quand même aidés par des vignerons qui sont originaires de Champagne et qui donnent leurs informations et leur savoir-faire pour arriver à faire un produit de très 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 grande qualité. Ouais. Néanmoins, c'est un vin qui mérite d'être connu, c'est un vin qui mérite d'être apprécié et c'est un vin qui a vraiment le vent en poupe. Alors il y a un grand concurrent qui est même qui a même précédé le Chandéol quelques années plus tôt, à une dizaine de kilomètres de là, c'est le domaine Rufus, qui Ah produit oui, également des tu en vins as de type, parlé, j'en ai oui. déjà parlé. Oui, oui. J'avais été invité à la première cuvaison, du moins la sortie des premières bouteilles. C'est vrai que quand on le boit seul, on se dit, ben oui, finalement, euh, c'est du champagne. Et puis, le vigneron champenois qui était là avec qui je discutais m'a dit, vous avez déjà bu mon champagne? Ben, je dis non. C'était un petit producteur, c'était pas une grande maison. Je dirais, c'était pas Moët et Chandon, c'était pas Veuve Clicquot. Donc, il me sert un verre de son champagne. Et quand on a les deux, enfin, je vous parle d'il y a une vingtaine d'années, hein, Mhm. quand on avait les deux l'un à côté de l'autre, oui, il y avait le champagne et il y avait le fameux domaine Rufus. Bon, en 20 ans, des progrès ont été faits, évidemment. Et puis Oui. maintenant, quand je compare le Rufus avec le Chandéol, il y a de nouveau, je Mhm. dirais, pour moi, désolé de le dire, bien de nouveau, une qualité supérieure au Chandéol, tout simplement. Mhm. Maintenant, bon, on doit comparer des années identiques, on doit comparer des choses identiques, mais je dirais que malgré tout, le Chandéol, c'est vrai, a vraiment le vent en poupe et qualitativement. C'est un très très beau, un très très grand produit. Donc voilà, tout Bon, ça pour dire que ben, il y a du bien un peu partout quand on veut bien le faire. Je crois qu'il faut le faire avec qualité, avec amour, avec oui. Avec amour et précision, passion. avec passion surtout. Tout à Donc fait. voilà. Tout à fait. Tout à fait. Bon, écoute, tu ne manqueras pas de nous, ce que tu De vas vous faire, tenir au courant quand nous j'aurai tenir au effectué la courant. visite. Oui. Voilà. Et Hein. alors, ben, Claude, quand vous reviendrez mettre vos jolis petits pieds chez nous, nous essayerons quand même d'avoir un petit rendez-vous là-bas, à ce fameux Chandéol, histoire Oui, de oui, se faire oui, une voilà. idée sur le terrain quand même. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, Guy, venons-en à cette truite au bleu. Ah, la truite au bleu, oui. Voilà, Guy nous a parlé de la truite à la nage la semaine dernière, mais là, maintenant, nous avons la truite au bleu. Alors, la truite au bleu est un petit peu plus compliquée à réaliser. Euh, Ce sont des truites qui, comme la truite à la nage, sont cuites au courbouillon. Hein, donc voilà. Mais à la différence, c'est que dans le cas de la truite à la nage, on consomme, donc je dis le client parce que au départ, le cuisinier travaille pour un client. Hein, quand on reçoit ses invités chez soi, on travaille pour ses invités. Mais dans ce cas-ci, c'est un plat qu'on réalise essentiellement en milieu professionnel, ce qui n'empêche pas l'amateur, dirais, de cuisine éclairée de le réaliser, surtout si en même temps il est pêcheur, qu'il va je dirais ne serait-ce qu'à dans un étang ou dans une pisciculture, se fournir en poisson. Donc, on peut très bien réaliser ce plat soi-même, si je peux employer l'expression, sans aller au restaurant. Alors, la truite au bleu fait partie de ce qu'on appellera la cuisine française, mais j'ai retrouvé également la truite au bleu dans des recettes germaniques, dans des recettes allemandes, hein, Hmm. parce que j'ai fait, comme certains ne le savent peut-être pas, j'ai fait des cours d'allemand. Et en consultant, donc, bon, je ne parle pas pour autant allemand couramment, mais enfin, j'ai quand même quelques notions. Et je me suis rendu compte que la truite au bleu faisait partie des plats de la cuisine germanique. Donc, Mhm. je ne suis pas certain que le plat soit strictement français. Alors, je ne sais pas si le plat était allemand à l'origine et qu'il a émigré vers la France à un moment donné, ou si c'est l'inverse qui s'est produit, mais c'est un plat qu'on retrouve déjà au XIXe siècle. Attention, hein. C'est pas Mhm. un plat récent d'il y a quelques années. C'est Mhm. vraiment un plat Ah qui non, existe c'est ancien, oui, oui. voilà, depuis ce qu'on appellera la cuisine, la grande cuisine classique. Oui. Alors, peu importe que le plat soit d'origine germanique ou qu'il soit, je dirais strictement d'origine française, les choses qu'il faut retenir sont les suivantes. Un, on ne consomme pas le courbouillon. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça veut dire qu'on ne le consomme pas dans la mesure où ben, il ne sert qu'à pocher le poisson. Deuxièmement, il est impératif, et là je dis vraiment impératif, c'est d'avoir un poisson vivant au départ. Vous allez me dire, tous les poissons sont vivants au départ, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce soit un poisson qui vient d'être fraîchement abattu. C'est la raison pour laquelle on ne retrouve la truite au bleu quasiment que dans les restaurants qui ont les pieds dans l'eau. Oui. Alors, il y a quelques restaurants comme ça en Belgique,
sur une petite vallée qu'on appelle la vallée de la Molinier. Alors c'est une toute petite rivière qui se jette dans la Meuse, entre Dinan et Namur. Alors c'est une petite, je dirais quand vous êtes venus, nous y sommes passés, c'est une petite vallée très bucolique, avec je dirais une petite rivière légèrement torrentueuse. Bon, c'est pas vraiment un torrent comme dans les Alpes ou les Pyrénées, hein. Enfin, elle fait des cascadelles, comme ça, ces eaux sont très pures. Et beaucoup de restaurants qui se trouvent ou qui se trouvaient installés dans cette vallée avaient généralement au fond de leur jardin la molinier qui passe. Et les truites, non pas, il y a des truites sauvages dans la Molinier, mais les truites qui étaient livrées par des pisciculteurs étaient placées je dirais, dans des nasses à demeure, qui étaient constamment baignées par le flot de la rivière, par le courant de la Mhm. rivière. Donc, quand un client se présentait ou se présente au restaurant, qu'il y a de la truite au bleu à la carte, ben, on envoyait le cuisinier ou le second de cuisine ou le commis avec une épuisette chercher une, deux, trois truites dans dans la rivière, hein. Eh Il n'y avait oui. plus qu'à les prendre au filet, hein, et puis on les ramenait, on les tuait, on les vidait bien entendu, et c'était la condition sine qua non pour avoir le fameux bleu des truites. Alors, Et comment il y a un fait-on? élément, oui, je pense que Oui, tu vas le dire, Guy, je vais mais l'expliquer, bien sûr. on, Donc, on comment ne, fait-on pour avoir ce bleu? Eh voilà, bien, il faut, au moment où on va nettoyer le poisson, éviter de le rincer extérieurement. Donc, il ne faut pas enlever le mucus qui absolument, adhère à la peau du poisson. Alors, ce tout à fait. mucus, naturellement, à quoi sert-il? Il sert à ce que la truite se déplace plus facilement dans l'eau. Ce Mhm. mucus est une espèce de lubrifiant qui permet au poisson de glisser dans l'eau. Or, la Mhm. truite est un poisson qui est extrêmement agile, extrêmement rapide, parce Mhm. qu'elle doit échapper à ses prédateurs. Oui, Entre autres, quand il y a des brochets, par exemple, tout à fait. dans le même cours d'eau, hein, ou Mhm. dans le même étang. Donc, la truite devant être plus rapide, elle utilise des moyens que la nature a mis à sa disposition pour être véloce, tout simplement. Hein, Mhm. c'est ce qui fait que lorsqu'on veut prendre une truite à main nue dans une rivière, on a Ça beau être marche. dans 25 ou 30 centimètres d'eau, on a la truite qui passe, je dirais, le long de ses bottes, hein, on n'a qu'à se pencher pour la ramasser, mais la truite est généralement beaucoup plus rapide, et même quand on a réussi à poser la main sur la truite, elle glisse tellement que ben, elle vous échappe. Alors je vais raconter une anecdote malheureuse, hein, bien entendu. C'était en France il y a maintenant une quinzaine, si pas une vingtaine d'années. Un pêcheur est mort, je dirais, à cause de cela. Comment a-t-il fait? Donc, il était pêcheur à la truite. Pour pouvoir détacher l'hameçon, je dirais que la truite avait absorbé lorsqu'elle s'était laissée piéger. Il a voulu le faire avec ses dents. Alors, le Mhm. malheureux, il ne s'est pas rendu compte. Bon, la truite était vivante, évidemment. Elle lui a foncé dans le gosier, hein. Elle a obstrué son gosier et il n'a jamais été capable de l'enlever. Donc, il est réellement mort étouffé avec une truite dans le gosier. Parce que la truite, évidemment, glissait tellement qu'il a Mhm. étouffé. Et c'est pas une anecdote, je dirais, de café du commerce, c'est une Mhm. réalité, hein. Mhm. Mhm. Le bonhomme est mort d'avoir voulu, je dirais, enlever, je dirais, l'hameçon avec les dents. Bon, c'était pas très malin de sa part, Non. et il l'a payé de sa vie. Donc, c'est Mhm. pour vous dire à quel point ce fameux mucus, qu'on appelle aussi quelquefois du limon, est Mhm. glissant. Alors, donc, quand la truite a été attrapée et qu'elle a été pêchée, on l'assomme, hein, on la tue en réalité. Ensuite, on la vide, on les tripe, pardon, on nettoie l'intérieur et on enlève la poche de sang qui se trouve le long de l'arête, mais on évite bien je dirais, de frotter l'extérieur de la truite pour ne pas enlever son mucus. Alors, on fait bouillir du vinaigre blanc d'alcool, hein, le vinaigre tout à fait basique de cuisine, hein, le vinaigre le moins cher. On fait bouillir une tasse de vinaigre dans un petit poêlon et on verse ce vinaigre bouillant sur la truite des deux côtés. Et c'est la réaction entre le mucus et le vinaigre blanc d'alcool bouillant qui va bleuir le mucus en question et qui fait qu'on a une truite au bleu. Voilà. Alors, on va pocher la truite dans un court bouillon qui ne sera pas consommé. Alors, je vais vous donner maintenant, par contre, on va manger les légumes qui accompagnent la cuisson de la truite. Mhm. Alors, je vais rappeler, bon, je l'avais déjà dit dans la recette précédente pour la truite à la nage. Ici, on va tailler les légumes un peu différemment. Pourquoi? Parce que comme la truite ne se sert pas dans une assiette creuse, mais sur une assiette plate, et qu'elle se sert avec couteau et fourchette pour pouvoir couper les légumes, on ne va pas tailler les légumes aussi fins
que dans le cas de la truite à la nage. Alors, on va avoir besoin des mêmes légumes, hein, et les proportions du courbouillon sont les mêmes. Donc, 1 litre de liquide de mouillement pour 2 à 3 truites selon la taille de la truite. On va mettre du sel. On va mettre ici du poivre en grains, du poivre mignonnette. Alors, c'est le poivre qui peut être noir ou qui peut être gris ou qui peut même être blanc qu'on va trouver pour faire le steak au poivre. Mais on pourrait mettre également le poivre en grains, donc non concassé. Euh, on mettra l'équivalent d'une demi-cuillère à café de poivre en grains pour 4 personnes, hein. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance puisque on ne va pas bien entendu consommer le poivre. Alors, il faudra également 2 décilitres de vin blanc par litre qu'on mettra après la cuisson des légumes parce que je rappelle que le vin Voilà. blanc a tendance à faire durcir les légumes et à Oui, augmenter leur temps de cuisson. Et on oui. va mettre un filet de vinaigre, je dis bien un petit filet de vinaigre, plutôt que du jus de citron pour, je dirais, donner un peu de peps au Mm. courbouillon. Alors, les légumes maintenant. Alors, vous allez avoir du céleri que vous allez couper en bâtonnets. Alors, des bâtonnets, pour autant, ce n'est pas toute la longueur du bâton de céleri, hein. Ça va plutôt être du style 5-6 centimètres de longueur. Ici, il ne doit pas tenir dans la cuillère, donc ce n'est pas très important. Et on va éplucher le céleri, par contre, ici. On va donc Mhm. enlever les grosses fibres qui sont sur la partie bombée de la branche de céleri. Ensuite, vous allez avoir du poireau. Alors, le poireau, on ne va pas l'émincer, on va le couper en tronçons. Donc, on va prendre du poireau, plutôt du jeune poireau de la taille du pouce, pas plus gros, et on va couper en bâtons, en morceaux de 5 ou 6 centimètres de longueur. Alors, les carottes vont être coupées en bâtonnets. Alors, comment fait-on? On évite de prendre des carottes trop larges également. On va, bien sûr, couper le bout des carottes, on va les éplucher, on va les laver, et ensuite, on va les fendre verticalement de manière à pouvoir avoir des bâtonnets de section triangulaire. De nouveaux bâtonnets qu'on va tailler en bâtons de 5 ou 6 centimètres de longueur. Alors, des oignons. Alors, les oignons, on ne va pas les tailler en rondelles comme la fois passée. On pourrait, hein. On pourrait les tailler en rondelles. Moi, je vais préconiser de les tailler en fuseaux plutôt. Alors, en Mhm. fuseau, qu'est-ce que c'est? Ben, vous avez votre oignon, vous l'avez épluché correctement, et puis vous le coupez verticalement, je dirais un peu en forme de gousse d'ail, toujours attenante par la base du côté où il y avait la radicelle de l'oignon, Mhm. Mhm. hein, de manière à avoir des morceaux d'oignon, mais qui présentent bien. Si maintenant Mhm. vous préférez une taille en rouelle, il n'y a pas de problème, c'est possible également, mais moi j'aime bien tailler les oignons en fuseau. Oui. Donc vous avez les légumes principaux, vous avez donc du céleri, vous avez la carotte, vous avez le poireau, vous avez l'oignon. On n'oublie pas le bouquet garni, hein, donc une feuille de laurier, des queues de persil. Le persil, vous allez l'utiliser pour la garniture au moment donc de l'envoi ou de la consommation du poisson, hein, et alors une belle petite branche de thym que vous nouez ensemble avec un fil de cuisine. Donc on va d'abord cuire les légumes. Vous allez les garder légèrement al dente. Pourquoi? Parce que vous allez encore devoir cuire le poisson par la suite. Et c'est au moment où vous allez mettre le poisson en cuisson, dans le liquide frémissant, que vous ajouterez à la fois et le vin blanc et le petit filet de vinaigre blanc d'alcool, ou éventuellement un filet de vinaigre de vin blanc. Ne pas mettre du vinaigre de vin rouge, ne pas Ah mettre du non. vinaigre balsamique, ne pas mettre du vinaigre de Xérès. Vous devez garder au court bouillon, malgré tout, une couleur qui ne va pas nuire à la couleur du poisson, puisque votre but, c'est d'avoir un poisson qui soit bien bleu comme la truite qui est en arrière-plan ici de la photo de Claude, donc de la tête de Claude plutôt. Donc on ne va pas mettre un vinaigre gris de coloré de poisson. Alors on assaisonnera bien entendu le poisson à l'intérieur avec un tout petit peu de sel. On le plonge, cuisson de nouveau entre 5 minutes pour un tout Oui. petit poisson jusqu'à, on va dire maximum 10 minutes pour une truite Oui. beaucoup plus grosse, Oui. tout simplement. Oui. Donc voilà, le poisson va cuire à frémissement et ensuite on va l'enlever avec les légumes qui ont servi à la cuisson. Alors généralement, on présentait ces poissons-là sur un plat que l'on garnissait avec des serviettes repliées en forme de corne. Ah Alors, oui. soit qu'on présentait le poisson directement sur les serviettes, soit qu'on le présentait dans une lèche frite, généralement en cuivre étamé, de manière à ne pas poser le poisson sur les serviettes, parce que les serviettes blanches d'hôtel étaient quand même amidonnées, étaient quand même passées à la lessive, et elle aurait pu Oui. communiquer Un goût, oui. un goût un peu, Oui. disons, parasite au poisson.
Alors absolument. je vais vous expliquer comment on fait pour réaliser les fameuses serviettes en question. Donc on prenait des belles serviettes blanches, je dirais qualité hôtel, donc en lin de préférence ou éventuellement en mix de lin coton, bien blanches et bien amidonnées, et on mettait sur la serviette que l'on avait entièrement déployée, donc c'est une serviette qui était de forme et de taille carrée, on mettait du papier de cuisine, du papier de cuisson, et puis on repliait, donc on mettait ça du côté interne de la serviette, et puis on repliait progressivement pour avoir une espèce de triangle relativement aigu. On repliait alternativement gauche et droite les différents côtés de la serviette. Alors la Mhm, serviette était rigidifiée par le papier, hein, mhm. et puis on avait une espèce de corne qu'on allait courber de manière à avoir à peu près la même taille que les cornes d'une vache ou d'un taureau. On en mettait deux, une d'un côté du plat, une de l'autre côté, et ensuite au milieu, on remettait une serviette au milieu du plat sur lequel venait se poser la lèche frite dans laquelle on présentait le poisson. Ça, Mhm. c'était la présentation traditionnelle qu'on faisait en école hôtelière. Alors, le poisson, qu'est-ce qu'on mettait? On mettait d'abord le poisson dans le fond du plat, de la lèche frite chaude. Ensuite, on mettait les légumes en buisson. Donc, on récupérait avec une araignée tous les légumes de la cuisson et on les redisposait, je dirais, joliment sur la truite, sans cacher toute la truite, de manière à ce qu'on puisse encore voir qu'il y avait, je dirais, une truite au bleu en dessous. Alors, la truite au bleu, la fraîcheur d'une truite au bleu se mesure à la manière dont elle s'est cassée, dont elle s'est tordue. Si la Oui, truite se casse, c'est qu'elle était véritablement fraîche au dernier moment et qu'on venait de la tuer. Parce qu'il y avait une espèce de réaction à chaud entre, je dirais, la carcasse du poisson et le fait de le mettre en cuisson. Quand la truite restait, je dirais, bien belle, bien plate, bien droite, ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas fraîche, mais ça veut dire que on ne venait pas de la tuer au dernier moment, tout simplement. Donc, quand le client, par exemple, rouspétait parce que sa truite était un peu tordue ou un peu cassée, c'était le moment de lui dire, mais madame ou monsieur, c'est parce que justement la truite elle est très fraîche. était ultra fraîche qu'elle s'est cassée, tout simplement. Mhm, Voilà. mhm, mhm. Alors, que servait-on avec cette truite au bleu? De nouveau l'accompagnement de pommes nature, pommes vapeur, pommes persillées, pommes dites cuites à l'anglaise, hein, c'est tout simplement des pommes cuites hein, à l'eau salée. Euh, Sauce d'accompagnement, là par contre, on pouvait mettre autre chose que simplement du beurre fondu. On pouvait Mhm. par exemple réaliser une sauce moustine ou une sauce hollandaise. Ça ne Oui, jurerait pas. Parce que la truite n'étant pas servie avec le liquide de cuisson, on pouvait très bien mettre la sauce à côté du poisson sur l'assiette. oui. Une Euh, mayonnaise, non? non, non. Non. Parce que c'est un poisson qui se sert chaud. Donc la mayonnaise avec un plat chaud, Oui, à ça part va les pas. frites, ça Tout à ne va fait. pas. Tout à fait. Donc ça n'allait pas. Donc par contre, une sauce émulsionnée chaude, donc je vous dis de type Oui. sauce moustine, sauce hollandaise, sauce chantilly éventuellement, hein. Donc c'est Mhm. une sauce hollandaise dans laquelle on doit rajouter de la chantilly, donc de la crème fraîche battue, pourquoi pas, mais pas une sauce de type mayonnaise ou cocktail, Oui. ça n'allait pas avec, comme on dit, voilà. Et on boit un vin Alors très on met avec léger. ça un vin blanc Oui. sec, je dirais des vins blancs traditionnels, euh, je dirais soit le vin blanc qui a servi à aromatiser le courbouillon, mais on peut très bien servir avec ça. Un vin qui, contrairement au vin pour la truite à la neige, viendrait un petit peu d'ailleurs. Prendre un exemple, il ne serait pas incongru de servir avec ça Oui. un Loire blanc. Pourquoi Oui. pas? Pas un Loire de la Basse-Loire, pas un gros plan du pays nantais Non. qu'on va plutôt réserver aux huîtres, mais par Les contre huîtres. un vin blanc sec de Loire, éventuellement un Bordeaux d'entre-deux-mers, pourquoi pas? Mhm, mhm. Ça pourrait très bien Absolument. fonctionner. Absolument. Oui, oui, oui. Pourquoi pas un vin blanc allemand sec, hein, ce qui Oui. est un peu plus rare, mais ça existe. Les Oui, vins oui. blancs d'Alsace, pas de problème également. Oui, oui, oui. Il faut qu'il y ait très peu de parfum pour ne pas Ah oui, abîmer. il ne faut pas mettre un Gewürztraminer ou des Non, choses non, non. pareilles. Mais un Non, vin non. blanc sec Ouais. traditionnel, pourquoi pas. Mhm. Alors, n'oublions pas tous les vins. Bon, je sais qu'en France, c'est un petit peu une hérésie, mais les vins blancs du Nouveau Monde, hein, dans les chardonnays, vous trouvez de très beaux blancs, hein. Vous en trouvez en Argentine, vous en trouvez en Californie, vous en trouvez au Chili, et vous en trouvez surtout en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande, hein. Oui, oui. Pourquoi pas? Oui. Je Pourquoi pas? sens Oui. dans votre intonation de voix
une petite réticence. Je l'ai senti tout de suite. Oui, Oui. j'ai toujours un peu peur que ce soit un peu sucré, ces vins-là. C'est-à-dire que ce sont des vins qui correspondent à un public anglo-saxon. Et ben Et voilà. les anglo-saxons, ils ont été biberonnés au Coca-Cola. Donc, ils sont habitués à avoir des vins qui sont des vins passe-partout. D'ailleurs, on appelle, c'est pas pour rien, on appelle les chardonnays des vins du Nouveau Monde. Quand on dit Mhm. Nouveau Monde, c'est aussi bien Mhm. les Amériques que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Mhm. l'Afrique du Sud. On appelle ça des vins Coca-Cola en réalité, hein. Et c'est vraiment le nom qu'on leur donne professionnellement. Ce sont des vins Coca-Cola parce qu'ils vont être appréciés par une génération qui a été biberonnée au Coca-Cola, justement, Et qui est oui, habituée aux limonades, aux choses à la fois acidulées et très sucrées. Et ouais. ce sont des vins. Le chardonnay, c'est vraiment. Le chardonnay est au vin ce que la golden est à la pomme, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le vin passe-partout qui plaît. C'est le vin qu'on va retrouver comme vin de soif l'été, hein, quand on veut boire un verre de Ouais, vin blanc ouais, bien ouais. frais quelque part, ah, un petit verre de chardonnay, quelle que soit son origine, hein. Et les vignerons français ont compris un peu tard, malheureusement pour eux, euh, ce que le public attendait, dans le sens où ce n'est pas le vigneron qui dicte sa loi au consommateur, c'est le consommateur qui choisit et il va prendre le vin là où le vin lui plaît. Si Oui, le vigneron n'en produit pas, c'est malheureusement tant pis pour lui. Alors ça ne oui, veut pas dire qu'il faut vendre tout et n'importe quoi, mais ça veut dire que c'est toujours in fine le client qui décide de ce qu'il va consommer, que ce soit à boire ou à manger. Ça ne veut pas oui, dire qu'on ne peut pas l'influencer, mais ça veut dire que s'il a le choix, ben, il prendra ce qui lui plaît le mieux. Or, la génération actuelle, qu'est-ce qu'elle aime bien? Elle aime bien des produits qui soient agréables en bouche. Or, quand on essaye de vendre, par exemple, des vins rouges à l'ancienne, et ça, ils l'ont par contre très bien compris, des vins qu'il fallait 15 ans ou 20 ans de tranquillité en cave pour perdre leur tanin, ça n'a plus aucun sens. mm. Maintenant, on aime bien un vin. Je ne parle pas que du Beaujolais ici, hein, je parle des vins, disons, habituels, Oui, oui, oui. en Cabernet Sauvignon, etc. Il faut des vins qui, après 2 ans, 3 ans de vendange, soient des vins parfaitement buvables, des vins qui soient doux, des vins qui soient agréables. Pourquoi? Ben, c'est la raison pour laquelle maintenant on égrappe quasiment partout. Avant, on pressurait en vin rouge les grappes entières avec les rafles. Les rafles amenaient énormément de tanins et il fallait des années. Alors on disait, ah oui, mais avant les vins se conservaient 20 ans. Ben non, les vins se conservaient 20 ans parce qu'il fallait 20 ans pour qu'ils deviennent agréables, pour qu'ils Mm. s'assouplissent. Si Mm. maintenant on enlève les rafles dès le départ, quasiment totalement, ben, on a des vins qui sont beaucoup plus souples et qui sont beaucoup plus buvables et qui n'ont plus besoin de séjourner en cave avec un capital immobilisé pendant 20 ans pour être Absolument, agréable à boire, hein. absolument, Et absolument. donc, c'est bon. Je dirais qu'on s'est rendu compte un peu tard en France, mais que d'autres parts de marché est en train de gagner du terrain, hein, tout simplement. Oui, Dans un oui, pays comme la Belgique où on n'a pas ce problème, on considère les vins français comme nos vins. Attention, hein. oui, Quand oui. on quand on va dans un rayon, dans un rayon des vins supermarchés en Belgique, il y a les vins français, et puis alors il est marqué à côté vins étrangers. Donc c'est Oui, c'est un peu comme si les vins français étaient entre guillemets nos vins, hein. On oui, oui, s'identifie un peu aux ouais, vins français en ouais. Belgique, mais pour autant, on a nos mains qui traînent quand même très facilement sur les vins chiliens, sur les vins américains, sur les vins australiens, et les rayons de ces vins-là maintenant occupent à peu près 50% du magasin, donc à peu près la C'est même vrai, taille que celle des vins français, mais hein. effectivement, tu as raison. Tu vois, je me vois mal déguster une truite au bleu en buvant un vin du Nouveau Monde ou d'Australie, ou ça, légèrement sucré. Pour moi, Tout c'est ça une... dépend. Il ne faut pas c'est- prendre un vin qui soit sucré, évidemment. Il faut prendre un Non, vin qui mais soit même... sec, hein. On oui, est mais un d'accord. vin fruité, pour moi, c'est une hérésie Oui, totale. oui, on est d'accord, on Tu est vois? d'accord, on est Hein, d'accord. Il voilà. faut pas un vin ni trop fruité, ni trop doux. Ouais, on est d'accord, on est Oui, d'accord. oui. C'est- Une petite anecdote, alors c'est pas autour du vin, mais c'est toujours autour de la bouffe. Je suis allé chez un de mes fils il y a quelque temps et une de mes petites filles dit, ah ben, le samedi soir, on fait un plateau télé, tout ça. Bon, ben ok, ça marche, pourquoi pas. Et tu fais les courses? Oui, oui, je fais les courses et tout ça. Et je vais me faire une petite balade, mais je ne la vois pas cuisiner. Je dis, mais tu ne cuisines pas? Non, non, tout est prêt, tout est prêt. Et alors, je vois le plateau, c'était donc des plateaux de charcuterie, mais tirés
de choses d'emballage sous cellophane, là. Mhm. Je dis, non, mais tu vas pas me faire manger cette saloperie. J'ai dit, il est hors de question. Je dis, est-ce que tu as vu tout ce qu'il y a en plus à l'intérieur de ta charcuterie? Est-ce que tu as vu ce que tu manges? Je dis, c'est pas Mais possible. je ne sais pas si ce qui se trouve à l'intérieur pour ce genre de produit est différent de ce qui se trouve à l'intérieur d'une charcuterie qu'on a tout simplement demandé au rayon charcutier de trancher, hein. Je pense que ce sont les mêmes produits. Ah, si tu vas chez un bon charcutier quand même, Ah bon, si on va chez un bon charcutier, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va prendre le cas d'un produit comme un jambon oui, sec. Bon, ouais. ben, il y aura un sel nitrité de toute façon, hein, et Pas pas, forcément nitrité, pas pas forcément. obligatoirement, mais Non, enfin, non. le traditionnel, il continue, hein. Bon, Oui. maintenant on trouve des jambons non nitrités, mais en fait, ça demande quand même un énorme savoir-faire. Et donc, moi, j'ai toujours un peu peur, c'est que un produit non nitrité qui se veut naturel est pour moi un produit, bon, c'est ma philosophie, mais c'est comme ça, est un produit où les risques sont plus importants. Ça, c'est mon point de vue, mais bon, voilà, ça Oui, il n'engage que faut. moi. Oui, oui, Mais oui, oui. je Ouais. dirais que les produits qui sont sous cellophane sont tout simplement des produits que le consommateur utilise avec beaucoup plus de facilité. Ah bah, Il les évidemment. range dans son frigo, il n'a besoin d'ouvrir que, je dirais, les 150 ou 200 grammes qui sont sous le cello, et il a le produit immédiatement à sa Bien disposition. Et sûr, bien sûr. bon, maintenant, rien ne vaut évidemment le charcutier traditionnel qui fait encore Ah ses oui, salaisons lui-même, mais il faut ah oui, reconnaître que c'est quand même de plus en plus rare, hein, ah oui. Non, mais on est d'accord, on est d'accord. on est d'accord. Bon, eh bien, Guy, on se retrouve une fois prochaine, Ben, on se retrouvera bientôt, hein. hein. Chers amis, à très bientôt et merci infiniment, Guy, pour ces belles recettes et ces bons moments passés ensemble à discuter de vin, de cuisine, de produits, de gastronomie et tout ça. Et puis, il faudrait peut-être faire une petite annonce à tous nos auditeurs, hein. Oui, On leur a déjà proposé, via un concours que personne n'avait remporté, de absolument, pouvoir converser avec nous. tout Alors, à ça fait. reste quand même toujours d'actualité. Si l'un ou l'une de nos auditeurs ou de nos auditrices veut faire une petite conversation qui peut être soit en aparté, soit, je dirais, enregistrée pour une publication éventuelle, nous sommes toujours disposés à convenir d'un rendez-vous et puis à pouvoir papoter pendant une bonne heure comme ça de choses de la cuisine ensemble, hein, il n'y a pas de problème. Absolument, D'ailleurs, nous absolument. avions une auditrice qui était intéressée et puis Bon, ça, elle n'a plus donné signe de vie, hein. non, Pourtant, non, elle ne s'est plus on lui manifestée. proposait bien gentiment de papoter avec elle à bâton rompu Tout à fait. et ça ne s'est pas fait. Ça ne Voilà. s'est pas fait. Enfin bon, peut-être une fois prochaine. Merci Guy. À bientôt, Claude. À bientôt, chers amis.